Mais pour commencer, je voudrais vous dire que je suis accompagné de ma consoeur Esther Koudianoumé qui va animer cette émission avec moi. Esther, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. En ce qui Bonjour. concerne l'éducation, nous allons parler de l'éducation avec vous. Pardon, j'ai pas bien entendu. Les écoles ont ouvert au Togo depuis le 2 novembre dernier. Oui. Voilà, selon vous, comment se porte le système éducatif togolais? Alors, sur cette première question, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que mon collègue ministre d'État intervienne en premier. Je compléterai. Ceci étant, le Togo, je vous ai envoyé une vidéo. Vous avez peut-être vu. Vous avez vu l'état de la rentrée scolaire au Togo. C'est un désastre. C'est le qualificatif que je peux utiliser pour le moment. C'est désastreux. Ah bon? C'est ignoble. C'est inqualifiable. C'est inadmissible de la part d'un État, quelle que soit la nature de cet État-là. Je laisse la parole à mon collègue d'intervenir. Oui, Maître Iou, qu'est-ce que vous faites dire que la rentrée scolaire au Togo est un désastre? Alors, si vous savez, une rentrée scolaire, ça ne s'improvise pas. Dans tous les pays dignes de ce nom, c'est des choses qui se préparent de longue date. C'est des administrations qui sont totalement, ou en tout cas organisées. Moi, j'ai des enfants. Je sais que mes enfants, 3, 4, 5, 6 mois avant la rentrée, on sait ce qu'on va faire. On sait comment la rentrée va se faire. Il y a un échange qui se fait entre parents et élèves. Peut-être au Togo, je ne demande pas que ça se fasse parce que la communication est plus différente, mais il y a un tronc commun, il y a un minimum. Ce minimum, ça consiste en tout cas à donner les moyens aux enseignants, aux élèves, à la structure estudiantine pour pouvoir faire une rentrée. Ce n'est pas le cas du Togo. Ça n'a jamais de toute façon été le cas du Togo. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le Togo. Mais allez-y et regardez avant même de parler de la structure, l'organisation de l'éducation au Togo. C'est pitoyable. C'est pathétique. Et on dit qu'on est dans un état. Alors, ceux qui me font rire là-bas, c'est ceux-là qui sont encore sur place depuis des années et qui vous disent on est dans un pays d'état de droit. On fait beaucoup de choses au Togo, mais on ne voit jamais ce qui se passe. La scolarité des enfants, qui s'en charge? Qui fait quoi? Quelle est la programmation qui se fait? Les enseignants, ils font quoi? Moi, personnellement, j'ai été amené une fois à aller visiter un établissement secondaire, pas très loin de mon village natal. C'est quel établissement, s'il vous plaît? J'étais allé voir, il faut pleurer. Le budget, j'ai demandé au directeur de cet établissement, quel est votre budget annuel pour votre établissement? Il me dit c'est 15 000 francs CFA. C'est la rigolade. Ils n'avaient pas de bibliothèque. C'est moi qui leur ai envoyé des documents, des livres, des trucs d'ici pour en faire une bibliothèque. Et encore, bon, les livres d'ici, je leur ai envoyé, mais c'est pas suffisant parce qu'ils sont à peu près 600 ou presque 600 élèves dans l'établissement. Qu'est-ce que vous voulez que moi je puisse faire dans cela? 15 000 francs CFA de budget pour 600 élèves, c'est de la rigolade, c'est de l'insulte, c'est de l'injure quand vous voyez qu'à côté, vous avez des gens enfin, je dirais, c'est horrible. Vous avez des gens qui se disent dirigeants, des gens qui se disent, je ne sais pas, ministre, je ne sais pas, directeur, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'ils voient, je ne sais pas s'ils ont des yeux pour voir. Ils roulent dans des voitures qui coûtent 60 000, 100 000. Ils ont des appartements partout, en Europe, aux États-Unis, parce qu'on le sait. Ne croyez pas, quoi. Ils ne croient pas qu'on ne le sait pas, si on le sait. D'accord, maître, on vous aura compris. Voilà. Docteur Edem, vous êtes ministre d'État, votre collègue est en train de décrier le système éducatif togolais. Est-ce que le gouvernement togolais ne fait pas la politique de ses moyens? Est-ce que la plus belle fête du monde ne doit pas donner ce qu'elle a?
Je vous remercie. À la suite du ministre You, je pourrais vous faire remarquer que quand on parle de l'éducation, une société a deux piliers fondamentaux, à minima. C'est l'éducation et la santé. Et quand on parle de l'éducation en Afrique, et particulièrement au Togo, c'est d'une grande tristesse qu'on constate que ceux qui dirigent l'Afrique ne comprennent pas le b.a.-ba du développement harmonieux de ce continent. Ah bon? Et au Togo, c'est l'exemple typique de la décrépitude morale de l'éthique dans la gouvernance d'une nation. Servir, gouverner un peuple, c'est vouloir porter haut en termes de dignité, de bien-être et d'avenir cette nation. Et construire une telle réalité ne se peut sans donner des valeurs fortes dès le passage aux citoyens de demain et aux jeunes citoyens d'aujourd'hui de nos nations. La rentrée scolaire 2020-2021 au Togo s'est faite dans un contexte de désespérance totale. Vous n'êtes sans savoir que depuis le 22 février 2020, où le peuple togolais, dans une écrasante majorité, a sanctionné à travers les urnes la mauvaise gouvernance de la dictature la plus vile au monde, représentée par le clan Gnassingbé, ceux qui sont pour le statu quo et la régression de l'Afrique ont usé de tous les stratagèmes pour garder le pouvoir. Du coup, le pays est bloqué. Et comme le pays est bloqué, le flux des activités commerciales, déjà avec la pandémie au coronavirus de par le monde, on sait qu'il y a une régression des activités commerciales. Au Togo, cette pandémie vient se grever sur une réalité sociale insoutenable. Du coup, les familles n'ont pas les moyens. Tout à fait. Du coup, Monsieur le ministre, vous parlez d'un gouvernement illégitime, mais les institutions de la République ont validé quand même l'élection du président Faure Gnassingbé. Et vous venez de le dire, la situation pandémique du coronavirus a eu un impact négatif sur les économies de tous les pays. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui s'est passée au Togo, au point où le gouvernement a eu des difficultés à organiser la rentrée dans les conditions requises? Je peux vous dire que la pandémie au coronavirus ne justifie pas la déchéance qu'on connaît au Togo. Le Bénin est à côté. Moi, je suis passé dans votre pays la dernière fois quand je revenais à Genève. J'ai passé quelques jours à Cotonou avant de prendre mon avion. J'ai vu ce que vos autorités font. En termes de richesse, le Bénin et le Togo ne sont pas à comparer. Et pourtant, il suffit même d'arriver à Ila-Kondi. Votre nouvelle douane qu'on construit montre la vision que l'équipe au pouvoir, qui n'est pas un exemple d'erreur, mais on voit au moins une volonté d'hisser haut le Bénin. Et quand on en vient au Togo, le ministre Iou vous a dit que c'est dans un état de désespérant que toute cette rentrée a démarré. Vous imaginez en pleine ville de Lomé, ou du moins à la périphérie de Lomé, la capitale du Togo, des classes d'école primaire. C'est des briques, des parpaings de briques qu'on a mis dans une salle et sur lesquelles les enfants sont assis. Il n'y a même pas de clôture. C'est, je vous dis, à Lomé.
a cédé. Et vous voyez certaines écoles en plein centre-ville. L'état de délabrement. C'est dans ces conditions-là. Vous savez, un enfant que vous voulez voir devenir demain quelque chose de merveilleux, il faut le faire rêver. Il faut que son imaginaire Monsieur le ministre, foisonne. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, madame. Quelles sont les mesures? Madame. Oui, voilà. Quelles sont les mesures que votre gouvernement a prises pour protéger les enseignants et les apprenants en ce temps de Covid-19? Et pour compléter la question de ma consoeur, pour aussi améliorer la qualité de l'éducation au Togo? Je peux vous dire que le Conseil des ministres qui s'était réuni hier s'est planché sur... il y a eu la communication de Madame la ministre des Enseignements des premiers, deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle. Et elle a été dûment mandatée à voir, d'ailleurs le communiqué du Conseil des ministres, le rendu dira tout ça, à prendre les mesures diligentes pour aider au mieux à ce que ceux qui, dans une situation comme nous vous le décrivons, ont démarré cette rentrée, autant les apprenants que leurs familles et les enseignants, à voir comment au mieux nous pouvons les aider. Elle a présenté au gouvernement un plan d'action. Je ne vais pas dévoiler puisque le pouvoir illégitime qu'issu des comptes de voile, il y a le plagiat. Donc, elle va implémenter ces choses. Je pense que nous avons pris à cœur, en attendant d'avoir l'effectivité du pouvoir, en prenant tout le contrôle de tous les leviers du pouvoir sur le territoire national, d'agir parallèlement à travers des mouvements citoyens et autres pour compenser le déficit criard dont ce régime a fait montre en début de cette année, de cette rentrée scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont rencontré 12 syndicats d'enseignants et ils ont voulu imposer un relevé de conclusion. Sur les 12 syndicats, il n'y a que 2 syndicats qui ont accepté. Donc, actuellement, il y a la Fédération du syndicat des enseignants de l'éducation nationale, la FESEN, et la CST, qui ont lancé des préavis de grève. Donc, le Front social en matière d'éducation nationale, nous l'ont déjà. Quel avenir si à peine on vient de démarrer la rentrée et que une série de grèves est lancée? Quel avenir? Et pour les apprenants, pour les parents qui se donnent, pour les enfants, et une éducation et pour les enseignants eux-mêmes qui vivent de savoir et aussi créer une certaine richesse à leur Oui, monsieur le ministre. L'une des franges fondamentales de l'État, le pouvoir en place est en train de la saborder, de la saboter. Monsieur le ministre, la question de l'éducation est une question cruciale qui concerne tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui de façon concrète pour améliorer la qualité de l'éducation dans votre pays aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement de son Excellence, Dr Agboyom? Comme je vous l'ai dit, la ministre Christine Akakpo a présenté en Conseil des ministres, déjà le Conseil des ministres de la semaine passée, puisque hier on était en Conseil des ministres, un plan d'action très intéressant. Je pense que je ne vais pas dévoiler ça. Ce plan d'action vise à donner les moyens aux zones où le dénuement est criard, pour que les apprenants puissent avoir le minimum et bénéficier d'une éducation de qualité. En même temps, ce plan d'action prévoit l'assistance qu'il faut aux corps enseignants pour leur permettre de pouvoir être à l'aise et de transmettre des savoirs de bonne qualité à nos enfants qui demain vont construire la nation. Maintenant, il est clair que sur un plan plus global, le président démocratiquement élu a un programme pour l'éducation nationale. Nous sommes un gouvernement de combat et au niveau du gouvernement de combat, nous réglons les urgences. Quand
nous allons prendre l'effectivité du pouvoir, alors nous allons décliner clairement l'offre programmatique qui a reçu l'adhésion totale de nos populations et vu cette écrasante victoire du président démocratiquement élu. Donc il y a deux niveaux. Il y a l'urgence que règle le gouvernement de combat et après, quand nous allons prendre le pouvoir dans les semaines qui viennent, nous allons décliner notre programme de société axé sur l'éducation pour le Togo. D'accord. On vous aura compris, monsieur le ministre. Maître Iou, votre collègue ministre d'État, a peint en noir tout ce qui s'est fait dans votre pays. Il a énoncé les initiatives prises par votre gouvernement, au gouvernement auquel vous appartenez, pour améliorer la qualité de l'éducation. Mais aujourd'hui, en attendant que les choses ne changent comme vous le souhaitez, quel est le plan choc que vous proposez pour que le gouvernement de Faure Gnassingbé puisse améliorer? Parce que l'éducation, ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question aux intérêts égoïstes, mais c'est une question cruciale qu'il faut régler pour le développement de tout pays. Qu'est-ce que vous voulez faire de façon concrète pour que les choses changent en attendant que vous ne preniez la main du gouvernement? Ce qu'il faut faire au Togo pour que les choses changent. Les choses ne changeront pas avec Faure Gnassingbé et ses affidés. Parce que quand vous avez fait avec son père 38 ans, vous avez pessimiste carrément du pouvoir. Je veux dire, non mais il faut pas couper la corde. C'est les mêmes noms. C'est une succession de père en fils, donc quasiment je veux dire, c'est pas ils veulent en faire une royauté. Ça n'en est pas une. Voilà. Mais même je peux laisser le père, parce que lui, je l'ai connu. C'est pas le même personnage. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais Faure Gnassingbé fait 15 ans. 15 ans. La Constitution le lui permet d'ailleurs. Non. Aucune Constitution ne lui a jamais permis. Alors, si vous voulez, je suis juriste. D'accord. Je ne vais pas faire tout le discours de 2005. Mais je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'en 2005, Faure est arrivé au pouvoir par une forfaiture. Ah bon? La forfaiture, c'est que quand vous bidouillez une loi fondamentale d'un pays, ça s'appelle une forfaiture, tout simplement. C'est ce qui a été fait. Donc à partir du moment où la base a été faussée, tout le reste, il est dans un état de fait. Il n'a jamais été dans un état de droit. C'est comme cela que ça s'appelle. En droit pur, c'est cela. Maître Yelou. Pardon? C'est vous qui le dites. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le droit qui le dit. Je ne crée pas le droit. Le Togo, malheureusement, utilise le droit français. Donc, c'est pas moi qui le dis. Voilà, ça fait 25 ans que j'enseigne le droit à l'université. Je ne me permettrai pas de dire à mes étudiants qu'on peut bidouiller en une nuit une constitution, échanger les dispositions et en faire une autre pour faire croire que le peuple togolais a adhéré à ça. Non, mais c'est une forfaiture. On vous a compris. C'est tout. Donc, à partir du moment où cette base est faussée, tout ce que Faure Gnassingbé fait depuis ces années-là, ces mandatures sont des faux mandats. Absolument. Alors, vous me dites, effectivement, qu'il a été réélu à partir de. Il refait un autre mandat. Mais tous ces mandats sont tout. D'ailleurs, les élections, il ne les a jamais gagnés, on le sait. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un autre débat. Vous comprenez, c'est un autre débat. On en fera peut-être un jour. Mais ce que je vais vous dire, sur l'éducation au Togo, celui qui en 15 ans n'a rien fait, je ne vois pas ce qu'il fera plus en 5 ans, 10 ans ou en 20 ans prochain. Il fera strictement rien. Donc la meilleure façon, c'est de laisser la place à ceux qui savent faire quand on ne sait pas faire. D'accord. Voilà. Je leur conseille de laisser la place à ceux qui ont savoir-faire pour qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, le Togo risque encore de reculer de 10, 15, 20 ans. Il a déjà reculé de 30 ans. D'accord. Le Togo fait aussi la une des journaux depuis quelques mois. Il s'agit aussi de l'assassinat du colonel Bitala. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'enquête suit son cours et il n'y a pas si longtemps, avant-hier, il y a eu des conclusions de l'enquête qui sont sorties de l'autre côté de France. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette première conclusion sortie par les médecins légistes en tant qu'avocat et membre du gouvernement de Théâtre Boyol?
Oui, merci d'aborder ce point parce que ce point me concerne principalement à double titre. Dans un premier temps, parce que je suis garde des Sceaux et je m'intéresse particulièrement à ce dossier. Et dans un deuxième temps, avant d'être nommé garde des Sceaux, je faisais partie du collectif des avocats qui défendent la cause et la mort du colonel Badjouma. J'ai déjà eu, avec mes confrères de ce collectif, à faire une sortie pour expliquer cette chose-là. Pour ce qui vient d'être dit, que RFI vient de sortir il y a un jour ou deux, je vais vous dire que c'est une réponse sibylline et peut-être même, je veux dire, c'est une réponse inappropriée d'ailleurs de l'État togolais. Oui, je vais vous expliquer. Alors, je veux dire aux Togolais, et surtout ceux qui pratiquent le droit au Togo, que le Togo reste pour le moment un pays francophone, avec tous les textes et toutes les dispositions législatives et réglementaires qui sont calqués en général sur le droit français. Malheureusement pour eux, moi je suis en plein dans le droit français depuis 36 ans. D'accord? Donc on me fait pas avaler tout et n'importe quoi. Donc cette sortie, doutez de la conclusion de l'expertise de M. Légis. Pardon? Vous doutez de la conclusion des experts légis sur l'assassinat du colonel? Non, je ne doute pas des conclusions, mais le Togo n'a jamais rendu des conclusions sur des affaires de ce genre-là. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez conclusions. Je ne le considère pas comme des conclusions parce que l'affaire d'abord n'est pas terminée. On fait des conclusions quand l'affaire est terminée. Donc quand elle n'est pas terminée, ce n'est pas des conclusions. Des conclusions partielles. Ça, c'est mon point de vue. Alors, je vais vous expliquer. Oui, alors les conclusions ont été faites. Vous avez lu au mois d'août dernier. OK? Et c'est maintenant, par hasard, qu'on nous dit qu'il y a des conclusions qui ont été rendues. Et moi et mes confrères, nous trois qui faisons partie du collectif, n'avons jamais été mis au courant de ces conclusions. Pourtant, nous sommes portés partie civile dans cette affaire. On n'a jamais été destinataire de ces conclusions. Il y a un juge d'instruction qui a été nommé au Togo pour suivre cette affaire. Ce juge, on l'a presque violé pour lui demander des informations. Il n'a même pas donné. Les informations, on les a par RFI. Alors, pourquoi cette information vient par le biais de RFI? C'est parce que le 29 octobre dernier, nous avons fait une sommation interpellative par voie d'huissier de justice à l'État togolais et par voie diplomatique. C'est-à-dire que cette sommation, les gens au Togo ou je ne sais pas où en Afrique pensent que le droit, ça ne s'improvise pas. C'est une matière qui est strictement, je veux dire, c'est la même chose que la mathématique. Il y a des règles, tout simplement. On ne peut pas faire fi de certaines règles en droit. Donc nous sommes passés par la légalité. Nous avons fait une sommation. On a adressé cette sommation au parquet de Paris. Le parquet de Paris l'envoie à la chancellerie de la France, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères. Qui est au ministère des Affaires étrangères? Au ministère de la Justice d'abord, puis au ministère de l'Affaires étrangères. Et du ministère de l'Affaires étrangères, on l'envoie au Togo. C'est ce qu'ils ont reçu. Au Togo, ils ont reçu cette sommation interpellative. Et comme par hasard, on ne répond pas par voie d'huissier comme on l'a fait, on nous envoie vers un journaliste qui nous bassine des inepties. Ok, monsieur le ministre d'État, aujourd'hui on parle beaucoup plus de suicide parce que l'arme qui aurait servi à tuer le colonel serait sa propre arme. Est-ce qu'aujourd'hui l'État togolais n'est pas sur la bonne piste pour savoir ce qui s'est réellement passé selon vous? Docteur Edem? Oui, monsieur le journaliste. Ouais. Aujourd'hui, selon les conclusions partielles, il paraît que c'est l'arme du colonel qui a servi à le tuer. Est-ce que c'est lui-même qui s'est tiré une balle dans la tête ou bien c'est un de ses collègues qui l'a tué? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'État togolais s'est engagé à faire lumière sur cette affaire? Mais non, monsieur le journaliste. Trêve de plaisanterie, arrêtez.
vous avez suivi le docteur Imo, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et de la promotion de l'état de droit, dans son argumentaire tout à l'heure. Et pour cause d'ailleurs, il est l'un des conseils de ceux qui défendent feu colonel Madjouba devant la mémoire de laquelle je m'incline d'abord. Il y a plus de 6 mois que cet officier de haut rang, commandant du premier bataillon d'intervention rapide de la garde présidentielle, a été assassiné sur un mode de crime rituel satanique. Vous savez, on a retrouvé le colonel Madjouba dans une flaque de sang dans son bureau, égorgé comme un mouton. Parce que, disons les choses par leur nom, égorgé dans le camp le plus sécurisé du Togo. Égorgé comme un mouton. Et à ce jour, officiellement, la famille n'a toujours pas reçu le corps de son fils. Et d'après des sources bien introduites et regroupées, le corps est sans tête. Parce que, après l'avoir égorgé, on a récupéré la tête du colonel Madjouba pour des rites sataniques en faveur de quoi. Ce qui fait que, à ce jour, même le corps que la famille réclame, c'est un problème. C'est de l'élément des choses parce que le corps ne peut pas être remis à la famille sans que l'enquête n'ait pas allé à son bout. Justement. Allons-y. Supposons, et allons à l'enquête balistique. On dit que l'arme du crime, c'est l'arme du colonel Madjouba. Tout à fait. Dans une arme, vous pensez qu'il y a un seul revolver de marque Barretta? Je ne crois pas. Dans une armée, ce genre d'arme, ce n'est pas seulement au colonel, ce n'est pas une marque déposée, singularisée Madjouba. À supposer que c'est l'arme dont il est responsable de bataillon qui l'est tué. Vous pensez qu'une balle peut passer et venir et enlever la tête, une balle, ou bien même des balles, quand on te crie même des balles, ça peut enlever ta tête de ton corps? Donc vous soupçonnez l'assassinat programmé du colonel Bitala, c'est ça? Mais les faits, jugez sans par vous-même pas les faits. Même quand on te crie de balles là, ça va faire tomber ton corps, ta tête de ton corps. Ça va laisser une trace d'arme qui a égorgé. Une balle n'égorge pas. Alors, l'assassinat est intervenu quelques heures après l'investiture du président. Non, monsieur le journaliste, c'est vous les journalistes. Moi, je suis médecin. Dans vos investigations, quand on tire une balle sur quelqu'un, ça l'égorge? Bon, c'est nous qui posons la question ici. À vous de nous donner les réponses. Oui, alors, ouais, bon. Monsieur Gadesso, l'assassinat est intervenu quelques heures après l'investiture du président Fonya Singbe. Est-ce que vous soupçonnez la main du pouvoir derrière cet assassinat du colonel? Non, je n'irai pas jusque-là. Moi, ma question, non, je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai aucune preuve. Donc, je ne vais pas m'avancer à accuser qui que ce soit. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un assassinat. On est d'accord là-dessus. Même le pouvoir est d'accord puisque leur porte-parole, le RFI le dit, que c'est un assassinat. D'accord? Et on nous dit, depuis 2 jours, c'est la première fois qu'ils nous sortent ça, que selon le rapport, c'est son arme qui aurait servi à le tuer. Alors, les gens ne connaissent peut-être pas le colonel Madjouba. Moi-même, personnellement, je ne le connais pas. Mais je suis allé fouiller un peu pour voir quel type de personnage c'est ce monsieur. C'est une armoire à glace. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est une armoire à glace, il doit mettre 95, il doit faire 140 kilos. Tout cassé. Alors, dans le même
rapport d'autopsie, on nous dit que sa secrétaire qui dormait à côté aurait entendu à demi-sommeil qu'il a dit à quelqu'un « Sors d'ici, sors d'ici ». Donc, si vous n'avez pas, si les gens peut-être au Togo n'ont pas la capacité de faire des analyses judiciaires, c'est un autre problème. Deuxièmement, on dit qu'on a tiré sur lui, du coup, que la balle est passée par l'esternum. Je ne sais pas si vous avez fait les sciences naturelles. Moi, j'avais fait depuis le CM2 jusqu'en terminale. L'esternum, ça se trouve au niveau du thorax. Donc, quand on vous tire, du coup, et que la balle sort vers l'esternum, ça veut dire qu'on vous a tiré du dessus. Ça, je vous parle là de la criminologie. Hein. La balle est tirée du dessus. Soit le colonel il est assis, s'il est debout, c'est impossible que la personne puisse tirer dessus et que la balle sorte par l'esternum. Donc s'il est assis, je ne sais pas qui peut prendre une arme d'un officier de ce niveau-là. C'est une insulte d'ailleurs à sa mémoire de dire que quelqu'un qui prend son arme tire dessus parce qu'il peut tirer dessus, c'est même pas possible, c'est un assassinat. Donc tout ça, c'est des cacahuètes. En fait, on nous fait vaciller, on nous raconte des nouilles. Malheureusement, tous ces gens-là, nous sommes beaucoup plus intelligents, nous sommes beaucoup plus instruits. Nous avons pratiqué le droit, y compris la criminologie, longtemps avant eux. Et tout ça, c'est du chiffon. Vous êtes avocat. Vous êtes avocat, enseignant de droit à l'Université de Lille. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce dossier à la fin? Alors, j'attends de ce dossier, et je sais que je ne l'aurai pas en tout cas de ce que j'ai en face, j'attends de dossier qu'une lumière soit faite. Une fois. Parce que ce colonel, en fait, je vais être franc avec vous. C'est ce colonel qui m'a fait sortir de Londres. Je n'ai jamais été un actif ou je ne m'intéressais pas du tout à la politique, sauf le jour de la mort de ce monsieur-là. Je ne le connais pas. J'ai su plus longtemps plus tard qu'il a dirigé un camp militaire qui est sur le camp de mon village. Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais ce que je dis et ce que j'ai déjà dit, le colonel Madjouba est un cas. Il y en a eu d'autres. Mais je souhaite vivement qu'il n'y ait pas d'autres à la suite. Parce qu'on ne tue pas nos officiers comme ça. On n'a pas le droit d'assassiner nos officiers. Enfin, l'armée, elle est faite pour protéger le peuple, la population. L'armée, elle est républicaine. Elle est faite pour assurer la sécurité du peuple togolais. D'accord. Elle n'est pas faite pour assurer la sécurité d'un homme, ou d'un siège, ou d'un roi. Ça n'existe nulle part au monde. Alors, monsieur le ministre. Alors, nos officiers, parlons à nos officiers, se passe, les gars, se passe. On nous dit que le monsieur, on a pu récupérer son pistolet pour tirer sur lui. Alors, moi je conseille à tous nos officiers, à tous ceux qui sont autorisés à porter des armes, de mettre leurs armes sous scellé, de les mettre sous ceinture, parce qu'on peut leur prendre et le tirer sur à tout moment. Enfin, c'est du inadmissible. Il ne faut pas nous raconter des chiffres, des salades. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît, concernant l'affaire Petrolgate, quelle est votre appréciation par rapport à la décision de la justice? Alors, ça c'est moi qui vous posez la question ou bien sûr, à vous, Maître You. Ah, d'accord. Bon, je crois que l'affaire Petrolgate, c'est encore des histoires à faire dormir debout aujourd'hui. Ah bon? C'est encore une affaire famille en d'autres. Je ne sais pas si vous avez pu dire que quand je l'ai parcouru le gouvernement, dans l'affaire Petrolgate, il y a un journaliste le journal alternatif. Pour moi, c'est peut-être le plus sérieux. Il fait des investigations. Et qui découvre dans ces investigations, il y a une famille qui s'est royalement servie
à la fois des deniers publics, des fonds publics, à des fins personnelles. Là, vous faites des déclarations, des allégations. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de dire, maître? C'est pas moi qui le dis. Il y a un rapport d'audit que l'État togolais a commandité qui dit la même chose. Enfin, on donne quand même raison, en partie, à ce journaliste, que ce qu'il dit est vrai, même si les montants qu'il avait avancés n'étaient pas exactement ça. Les montants que l'inspection des finances a trouvés au-dessus de celui qu'il avait trouvé. Donc, le principe de ce qu'on appelle chez nous en droit de prise illégale d'intérêt, de concussion et de détournement de fonds, c'est avéré. Alors, ce qui est grave ici, chez les Togolais, et depuis que nous sommes à la justice togolaise, et ça aussi c'est quelque chose d'assez pathétique dans la justice togolaise, c'est que vous avez une victime. Voilà, je vais vous raconter ce qui arrive dans votre métier. Dans votre métier, 2 secondes. Dans votre métier, vous avez parfois des gens, un voleur qui vient chez vous. Vous savez, et il vient vous dérober un certain nombre de choses. Et quand il s'en va, il va se cogner la tête sur un mur et il va à la police qui va porter plainte et il dit que vous l'avez frappé. Vous voyez, ça arrive ça. Et là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on prend sa plainte et on vous poursuit. Sans savoir que vous êtes une victime. Hein. C'est exactement la même chose que les Adjapis ont fait au Togo. Il y a un journaliste qui les dénonce. Comme quoi, ils ont fait, ce sont des délinquants en blanc. Mais ils se sont empressés pour aller poser plainte contre ce monsieur pour dire qu'il a diffamé. Donc, des dénonciations calomnieuses. Monsieur le ministre, s'il avait réuni beaucoup de preuves, on l'aurait au moins épargné cette sentence. Non, alors la justice togolaise, dans son état de délabrement intellectuel et matériel, a fait qu'on instruit le dossier du voleur avant celui on instruit le dossier de la victime avant celui du voleur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à savoir si l'enquête qui est en cours pour déterminer s'il y a eu ou non détournement de fonds, on a pris en charge la dénonciation calomnieuse et la diffamation, et a jugé la diffamation sans aucun élément pouvant. Docteur, vous pensez comme votre collègue que la justice de votre pays est instrumentalisée et qu'elle ne rend pas des décisions justes? Mais je pense que le garde des Sceaux vous a fait une démonstration succincte et claire en tant que praticien avéré et compétent de droit de ce qui vient de se jouer. Et on a une justice qui marche à la renverse. Ah bon? C'est vous qui le dites. Qui marche à la renverse et qui est caractéristique des républiques bananières et des milieux mafieux. On n'a quand même pas dit des choses assez graves sur votre pays que vous mettez, que vous pensez diriger. Je vais un peu plus loin pour vous donner quelques exemples troublants sur ce qui se passe dans notre pays. Au-delà de ce cas, l'avocat, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, M. Célestin Albogan, il conduisait, il n'avait pas son permis sur lui, il a fait un accident mortel. Oui. On l'a interpellé, après 24 je ne sais pas, on l'a mis aux arrêts, ils l'ont libéré. Et hier, la structure, l'organe disciplinaire des avocats, le suspend, tenez-vous bien, parce que le ministre de la Justice a instruit, on n'a qu'à le punir sévèrement, s'il y aura une plainte pénale, le suspend pour 3 ans de la profession d'avocat, qui n'ira pas travailler, qui vit de ça, et pendant, avec 18 mois de sursis. Wow. Voilà quelqu'un, ça c'est la justice au Togo. Je veux que le monde entier s'éveille actuellement, que
puisse analyser. Voilà un avocat qui a fait un accident mortel. Mais c'est en application de la loi. C'est en application de la loi quand même qu'on l'a censuré. On n'a pas inventé sa censure. Ça ne cadre pas des lois de la République d'auteur et des... Oh, monsieur le journaliste. Là où vous-même vous êtes là, hein, là où vous-même vous êtes là, si, parce que vous êtes journaliste, et que vous, dans un cadre privé, vous dénoncez que ça ne plaît pas à votre coopération, c'est dans un cadre privé, ça ne concerne rien, familial, on va dire, ça n'a rien à voir avec vos activités professionnelles. Et qu'on fait la gymnastique. Parce que vous êtes journaliste, vous ne devez pas vous fâcher à dire aussi en famille, on pourrait dire votre carte de journaliste pour 3 ans. Ça, c'est votre interprétation de la décision de justice. Non, je vais vous dire. Ça, c'est carrément entre l'accident qui s'est passé et le fait de suspendre un avocat, de ne pas faire pendant plus d'1 an déjà, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Je vais expliquer un peu à nos amis journalistes pour qu'ils comprennent. Vous savez, être avocat, nous avons ce qu'on appelle un ordre. Et la sanction qu'on lui donne, c'est une sanction ordinale. L'infraction qu'il a commise n'est pas sanctionnée de cette façon dans l'ordre. Il a commis une infraction pénale qui pouvait être jugée par la justice ordinaire. Le problème au Togo, c'est qu'il y a toujours des liens incestueux entre les juges, les avocats, les ministères, c'est-à-dire la chancellerie, de sorte qu'on ne sait pas qui fait quoi et qui dit quoi. Alors, moi, j'aurais préféré que mon confrère ait une sanction pénale, parce qu'au moins ça, c'est prévu par le code pénal, et il n'y a pas d'interdiction de principe. Il peut avoir une prison avec ceci, mais pas d'interdiction. Et l'homme n'était pas obligé de le sanctionner. Revenons à notre sujet. Est-ce que vous pensez que la famille Adjakri a les moyens d'influencer une décision de justice dans un pays démocratique comme le Togo? Oui, comme le... détourner 700 milliards, vous avez suffisamment de poids. 500 milliards, c'est quand même que vous avancez, Maître You. Oui. 500 milliards, c'est quand même de grosses sommes que vous avancez là. Est-ce que vous avez la preuve que la famille Adjakri a détourné autant d'argent? C'est ce qui ressort de l'audit. Ce n'est même pas le journal qui le dit, c'est ce qui ressort de l'audit. Vous n'auditez pas le ministère. Et surtout, je voudrais compléter, monsieur le garde des Sceaux, et surtout que quand c'est une commission d'enquête du ministère des Finances qui donne ce montant, ça veut dire que le montant a été très bien retouché, ça. Parce que c'est pas une commission dite indépendante. Une commission dite l'État. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Est-ce que le journal alternatif n'est pas allé trop vite en besogne? Comment il est allé trop vite en besogne? Vous savez, vous-même journaliste là, lancer des alertes, des lanceurs d'alerte, comment ça se passe? C'est vous les journalistes qui donnez des informations, et puis on vérifie et on voit la vérité. Vous imaginez, je vous ai dit, rentrée 2021, en pleine ville de Lomé, on prend des parterres de briques pour mettre par terre à des enfants, que c'est leur siège pour fréquenter. Vous êtes femme, vous êtes belle d'ailleurs. Merci. Si votre enfant, vous le mettez dans des conditions comme ça, quel avenir vous allez lui donner? Vous-même là, si on vous a mis dans des conditions comme ça, vous serez la journaliste aujourd'hui? Non! Non!
Faisons rêver nos enfants. Faisons rêver l'humanité. Quand vous prenez 700 milliards, et ça c'est le théâtre, vous prenez 700 milliards, vous partagez entre vous, alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché adéquat, il n'y a pas de parc, il n'y a pas le minimum pour que des êtres humains aient le sourire aux lèvres. Il n'y a pas ça. Mais on vaut plus de 700 milliards quelques individus. Et ça, je vous dis, c'est le minimum. C'est quand même le pétrole d'État. C'est sûr, le pétrole est importé, alors que le Togo est producteur de pétrole. Et ça, c'est jamais déclaré dans les caisses de l'État. Le Togo est membre de l'initiative de Tingali, c'est-à-dire le Togo est producteur d'or de diamants. Et c'est le groupe suisse Grécor qui exporte, qui s'occupe de l'import, de l'exportation du sol, de notre diamant de notre corps. Ce n'est pas dans les cahiers d'analyse de l'État. Le Togo a plein de fournisseurs spirituels. Tout ça là, donc le scandale, c'est ce qu'on dit, ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. On vous aura compris, on espère avoir avec vous beaucoup de preuves sur cette affaire qui agite les milieux judiciaires, politiques au Togo depuis quelques jours maintenant. Non, monsieur le journaliste, je ne peux pas dire que vous espérez des preuves, puisque le rapport de la remonté par le ministère des Finances est là pour quelqu'un que vous voulez. Sinon, vous manquez de bonne foi. Pour peut-être en terminer sur ce point, vous savez, ce système qui perdure depuis 15 ans au Togo, c'est assez, bien assez d'entendre ça, parce que ce n'est pas le premier, mais encore, ce journaliste il a sorti de toute l'affaire. Celui-là, c'est parce que ça touche de près ou de loin certaines personnes. Moi, je vais faire l'aveu. Lorsque Franck de Sidié est arrivé au pouvoir, j'étais un des ceux qui disaient ce monsieur, ce n'est pas lui qu'on attendait, mais on va laisser faire. Peut-être que ça apaiserait la situation, et que ça apaiserait les. Il reconsidérait les bouillons. C'est ce que je me suis dit, parce que je n'ai pas apprécié du tout la manière de passer, mais peu importe. On peut passer les bons. Et je me suis dit à la fin, j'espère que ce monsieur ne me ferait pas regretter son père. Il a réussi. D'accord. Il a réussi à le faire. Parce que si ça avait été au temps de son père, à Djaki, il est en prison. En prison. Vous savez, si vous avez connu immédiatement, c'est un autre personnage. Il n'était peut-être pas instruit, mais il était très intelligent. Il avait un esprit très vif, il avait une mémoire d'éléphant. Il savait ce qu'il voulait, il était surtout très pragmatique. Il aurait vérifié 10 points. Et il y a un seul point sur lequel il sait qu'il y a un détournement de fonds. Adjaki allait chez lui, il ne revenait pas à la maison. Il allait en nous. C'est votre souhait, de voir M. Adjakli et compagnie au Niouf, comme vous le dites si bien, certainement que la justice va revenir sur le dossier pour combler vos attentes. Mais au-delà du Togo, c'est aussi l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire et en Guinée, il y a l'instabilité politique par les troisième mandats qui sont en train d'agiter les peuples. Il y a des morts, il y a plusieurs blessés. Alors, monsieur le ministre d'État, quelle est votre analyse, votre avis sur l'instabilité politique en Afrique francophone depuis quelque temps, surtout en Côte d'Ivoire et en Guinée? Je vous remercie. Avant de répondre à vos questions, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes africaines, de nos frères et sœurs, qui, pour que l'Afrique soit digne, ont sacrifié leur vie. Ces sangs coulés ne seront pas grands parce que les peuples d'Afrique s'éveillent et nous nous battrons jusqu'au bout pour des lendemains meilleurs pour les générations présentes et à venir.
Au-delà des anonymes tombés en tant que martyrs pour que l'Afrique renaisse, je voudrais, en parlant de cette situation d'instabilité, m'incliner devant la mémoire d'un homme. Un homme qui, à sa manière, avec conviction, s'est battu. Cet homme, c'est feu John Thierry Onlis, président de la République du Ghana, l'ancien président de la République du Ghana, qui, dans sa vision pour l'Afrique, pour laquelle nous nous battons nous aussi aujourd'hui, disait: nous mettrons en place des institutions que même le diable, dans sa furie, ne saurait tromper, travestir. Je pense que s'il est un devoir de mémoire pour qui que ce soit qui vibre pour l'Afrique par rapport à cette turbulence que vit l'Afrique francophone subsaharienne, c'est de dire le combat de Raolis, le combat de Thomas Sankara, le combat de Patrice Lumumba, le combat de Modibo Keïta, le combat de Sibani Solution, le combat de Marlène Wabi, tous ceux-là qui, pour moi bien entendu, ils sont nombreux, tous ceux-là qui avaient une certaine vision de l'Afrique et qui ont été fauchés, Dieu seul sait par quel moyen, que nous, génération présente, nous avons le devoir d'entendre le cri de cœur du peuple qui le demande à tous une gouvernance vertueuse et pouvoir légitime qui représente leurs aspirations. D'accord. Le Togo ayant toujours été le laboratoire de la France-Afrique, celui-là par qui tous les crimes et toutes les misères de l'Afrique ont toujours commencé avec la France derrière. C'est mon pays, ce pays béni de Dieu et que ses enfants ont livré aux forces sataniques. C'est ce pays-là qui distille le virus de la détresse et de la régression sur le continent africain. Ah bon? Le soir, actuellement, mandat, c'est au Togo que ça a commencé. L'histoire du viol de la Constitution et du viol des peuples, c'est au Togo. Et après, ça, on a une traînée de poudre en Afrique de l'Ouest. Ça ne va pas se D'accord. passer cette année. Et ce que j'ai dû faire à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ni ce que j'ai dû faire à Alpha Condé en Guinée. D'ailleurs, son Excellence le président démocratiquement élu du Togo, le Dr Gabriel Adou de Sankoto, a eu des contacts téléphoniques directs avec Cédou Ben Diallo. Oui. Et moi-même, je suis en lien avec sa chaîne de cabinet, tout comme mon directeur de communication. Avec les Ivoiriens, le président a transmis cette notification à le président Henri Konan. En métier, nous sommes en train de travailler pour mettre en place un triumvirat de l'alternance politique en Afrique subsaharienne. Ce triumvirat auquel nous avons fédéré d'autres forces africaines, dont celle du Mali. Je pense qu'au Bénin, vous êtes très dynamique là-bas, vous nous rejoindrez pour agir ensemble pour libérer l'Afrique. C'est un projet sur lequel nous travaillons sérieusement pour que la gouvernance vertueuse et éthique que réclament nos populations devienne une réalité. Dans tous les cas, au niveau du Togo, c'est un projet à cœur, mon département pilote, avec le Premier ministre et le Président de la République. Donc, nous allons faire au mieux pour que cette forte aspiration des peuples africains à voir la fin de ces viols des constitutions et de ces processus électoraux qui sont unis sur l'intelligence africaine.
une insulte à l'humanité elle-même dans son cesse. C'est notre devoir à nous tous, y compris vous, madame, monsieur le journaliste, parce que c'est de l'éthique et de l'essence même de la vie humaine dont il s'agit dans cette affaire. D'accord. Pour aller dans le même sens que vous, monsieur le ministre Iou, en Côte d'Ivoire, il y a désormais une étendue du pouvoir que l'opposition semble avoir saisi. On a eu la rencontre entre M. Bédié et M. Ouattara la semaine dernière. Alors, pourquoi le Togo et la Guinée ne peuvent-ils pas aller à l'école de la Côte d'Ivoire pour que la paix règne dans ces pays africains? Vous savez, comme vient de le dire déjà mon collègue ministre d'État, le Togo est très atypique, comme il a dit, c'est le laboratoire de toutes les violations des règles de droit, c'est le laboratoire des premiers assassinats. Vous exagérez un peu, maître Iou. Mais non, je n'exagère pas. Le premier assassinat qui a eu lieu après les indépendances, c'est au Togo, c'est Sylvanus Olympio en 1963. Il n'y en avait pas eu avant. C'est le premier. Et après, il y a eu les autres. Donc il faut savoir que c'est comme ça que ça s'est passé. Non, dans des places peut-être à certains Togolais, c'est une réalité. Moi, j'ai plus de 60 ans, donc je connais l'histoire du Togo sur le bout de ma main. Donc, il y en a assez. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il faut que ça s'arrête. À la fois pour le Togo, pour le Bénin. Le Bénin, je ne veux pas vous... ce n'est pas parce que c'est vous, mais vous faites quand même une exception de la région. Ah bon? Je suis amené à dire à un ami béninois un jour qui était grand délectateur de talent, qui m'a dit moi je suis prêt pour échanger nos deux présidents pour 2 ans. Voilà, Talon au Togo et Yassibé au Bénin. Et il m'a dit c'est une blague. L'opposition béninoise tiendra le même discours que vous. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ce qui ne va pas aujourd'hui au Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est que le Togo, il est à son 4e mandat et personne n'a rien dit. Donc les autres se sont dit pourquoi pas. On a bidouillé au Togo, ça a marché, on bidouille au Togo, ça marchera, en Guinée ça marchera, et peut-être demain, et ça rien marché. Voilà. C'est là où on ne peut pas. Les gens se moquent de nous à l'extérieur, sachez-le. Hein. Nous, on vit à l'extérieur depuis longtemps, donc les gens se moquent de nous, les gens se disent, mais au pays là, vous êtes toujours des républiques bananières. Ça fait des années que vous êtes des républiques bananières, et vous l'êtes toujours. Ce n'est plus possible. Mais quand les gens savent qui vous êtes et qui vous tiennent ce langage-là, c'est qu'ils se moquent de vous. Mais vous ne pouvez rien dire. C'est vrai, parce que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est juste vrai. Maître Iou, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que le combat est réservé à une certaine frange de la population et que l'élite africaine ne veut pas se mettre dans la course, dans le combat, que les choses sont toujours en l'état? Alors, vous avez raison sur un certain point. Vous avez raison. Le premier point sur lequel vous avez raison, c'est que l'exemple du Togo, c'est l'exemple le plus mauvais exemple à donner. Voilà. C'est-à-dire qu'au Togo, les gens ont toujours lutté. Et c'est à l'intérieur de la lutte que les gens ont toujours torpillé aussi la lutte. Tout ça s'est toujours passé comme ça. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Vous commencez un combat, ça marche jusqu'au jour où il y a un qui vient foutre son pied dedans et qui dit mais moi j'ai trouvé une autre solution tout seul, j'ai fait tout seul, travaillé tout seul, et ça s'arrête là. Les autres pays, regardez le Mali, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Ils se sont levés de cela. Mais le Mali est un pays habitué au coup de force depuis des années. Oui, alors, vous me demandez pourquoi on ne tend pas la main à Fondasibé et Sakim. Non, c'est peut-être qu'il y a plein de mains à la table. Vous ne tendez pas la main quand même à un imposteur, à un voleur, à celui qui est venu. Vous n'allez pas réclamer, vous n'allez pas supplier celui qui est venu voler votre... Les visiteurs chez vous, je vous en prie, est-ce qu'on peut discuter pour que vous me vendez mon téléviseur? Ça ne se passe pas comme ça, hein. C'est pas. Moi, si vous voulez mon téléviseur chez moi, je ne vais pas venir vous supplier. C'est sûr, c'est hors de question.
Donc, vous pensez que la démarche de Bédié en Côte d'Ivoire est une démarche biaisée et qu'il n'aura pas une issue favorable? Non, merci. Alors, les Ivoiriens, parce que moi j'ai un ami ivoirien, quand j'ai vu que Ouattara et Bédié se sont rencontrés, la première question que je lui ai le message que j'ai envoyé, Bédié ne peut pas aller négocier, alors que les autres ont été arrêtés. Quelque temps après, il m'a envoyé un message pour Bédié poser cette condition. Je ne discute avec personne, je ne discute rien, je ne dis rien, tant que tout le monde n'est pas de l'ordre. C'est ça, la solidarité. Mais pendant ce temps, Maître Yahou, ce sont les populations qui sont sacrifiées, qui se sont fait tirer dessus, qui meurent comme des poulets devant les AKM. Oui. Et ça c'est le problème des Africains en général. On pense que les Africains, vous voyez, je vais vous donner encore une image, parce que c'est ce que je fais quand je donne des cours à mes étudiants. Vous savez, nous les Africains, on est comme des babouins. C'est-à-dire que on nous tend dans une main, dans la main gauche, une banane et dans la main droite, 100 000 dollars. Mais vous imaginez ce que l'Africain va prendre? Il va prendre quoi? Dites-nous. Il prend la banane. Voilà. D'accord, merci beaucoup Maître Yahou pour vos explications. Alors, Dr Edem, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, comment se porte aujourd'hui la dynamique Kojiro? Ce sera en même temps votre mot de fin pour cette émission. Avec votre permission, avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur quand même le cas ivoirien quand vous parlez de la rencontre Bédié Ouattara. Vous savez, que tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il y a un double enjeu, un enjeu géopolitique et un enjeu géoéconomique. L'enjeu géopolitique, c'est la survie de la domination impérialiste occidentale. Il faut dire les choses par là. C'est ça l'enjeu géopolitique. Mais derrière cet enjeu géopolitique majeur, il y a des subdivisions. Dans cette domination impérialiste occidentale, il y a le réseau France-africain, il y a le réseau anglophone, il y a le réseau américain. Et c'est-à-dire tel qu'ils ont fait à Berlin en 1884, c'est la consigne. Pour eux, l'Afrique doit être leur cercle. Oui. Hier, l'Afrique doit être agenouillée. Mais dans ce jeu géopolitique de domination impérialiste de l'Afrique, n'oubliez pas les Chinois qui sont pires. Dans ce jeu, il y a les plus tordus et brutes, parce que les autres, c'est un nombre de mensueux, il y a ceux qui sont subtils et gentlemen, et il y a ceux qui sont brutes et truands, comme un certain Nigérien truand. C'est le métier de la France-Afrique, dont le mafieux de service nigérien est à la tête. Et cette France-Afrique persiste. Ça, c'est l'enjeu géopolitique. Maintenant, l'enjeu géoéconomique. L'enjeu géoéconomique, c'est toujours la prospérité des multinationales tenues par la mafia Kazakh, dont les têtes de pont sont les juifs du réseau Illuminati. Maintenant, vous devez savoir que la Banque de France appartient à l'un des piliers de la mafia Kazakh, qui sont les Rothschild, dont leur président actuel Emmanuel Macron est un agent avéré. Maintenant, Ouattara, à qui le président Trump avait demandé tout comme à Alpha Condé de se retirer, et puis dans la décision se sont maintenus, ont promis à Horizon 37 leur garantir la mise en circulation de l'éco. Et l'éco, c'est une influence à la communauté économique des États africains, la CEDEAO. Parce que l'éco de la CEDEAO, par mépris des peuples africains, les Français ont plagié ça. Et Ouattara, Faure Gnassingbé, Condé, leur garantie de tout faire. Quand les républicains, cet éco-là, c'est comme ça, on noyau de la CEDEAO. Voilà pourquoi la France soutient et Faure Gnassingbé et Ouattara et Condé. C'est votre lecture, docteur. On est allé agresser mon pays, le Togo. On a arrivé aux Togolais au Nigeria, dans les émeutes nigériennes, dans le passé. John Jerry Rawlings vient de mourir
de soi-disant Covid-19 est de ceux qui plagier à la communauté des visiteurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour vous dire, maintenir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est une insulte aux Ivoiriens et à l'Afrique. Parce que ce monsieur fait croire aux Africains que c'est l'État français qui a assuré la prospérité des peuples d'Afrique. Mais depuis les journalistes, donc, il y a un intérêt géopolitique. Est-ce que vous, là où vous êtes, je veux qu'on vive un avenir brillant, parce que vous êtes déjà brillant. Mais là, il faut que les gens, donc vous êtes porteurs d'une annonce, peut-être qu'avec l'État français, que vous êtes là où vous êtes entrepreneur, Dr. Edem, vos enfants et vos petits-enfants ont un avenir. Dr. Edem, le temps à nous un parti tiré à sa fin. La dernière question, comment se porte la dynamique pour jouer aujourd'hui après l'élection du 22 février 2020? Nous avons reçu misérable de liberté et dont les enfants du fruit de ce continent. Votre compatriote Télésée, son combat, il est lourd parce qu'il est triste. C'est pour tous les cas, les peuples d'Afrique doivent combattre tout ce qui veut maintenir la domination colonialiste, impérialiste, et qui nous méprise. Maintenant, venons à la dynamique Monseigneur Kodro pour mon fait. La dynamique Monseigneur Kodro, en décembre, elle aura une année. Et aujourd'hui, je peux vous dire, jamais dans l'histoire politique du Togo, il y a une organisation aussi structurée. La dynamique Monseigneur Kodro aujourd'hui, c'est un écosystème. Parce qu'il y a la coordination nationale. La coordination nationale a 7 démembrements. Il y a la coordination internationale. La coordination internationale avec les bureaux régions continents. Au-delà des bureaux régions continents, nous avons les organisations non membres de la dynamique Monseigneur Kodro qui nous ont rejoint dans le processus de libération nationale avec un comité de direction qui est une autre structure. Nous avons l'exécutif. Il y a le président de la République, il y a le conseil présidentiel, et en même temps le cabinet de stratégie qui sert de think tank à la dynamique Monseigneur Kodro. Il y a le gouvernement de combat dont nous sommes membres, mon collègue, le ministre de garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit, et moi-même, le combat avec notre premier ministre, M. Ben Kouti Jada, et il y a les chancelleries, c'est-à-dire nos ambassadeurs. Ça veut dire, et puis il y a le groupe de contact qui est une passerelle entre nous et les autres forces de l'opposition. Ça veut dire comment, dans un souci de relever le défi de nos peuples qui aspirent à un autre avenir, le président démocratique élu du Togo et ses équipes ont mis en place une structure pour être à la hauteur de l'enjeu. D'accord. Le patriarche de la nation, pour préserver sa vie, se retrouve aujourd'hui en exil au Ghana parce qu'il a dit non à ce qu'on veut le faire taire. Nous avons le président qui se retrouve en clandestinité parce qu'on veut le faire taire, on l'a spolié de sa victoire, que le peuple réclame. Donc nous travaillons dans les jours à venir au niveau de la dynamique Monseigneur Kodro à ce que le peuple togolais fasse la preuve de sa détermination absolue que 2020, Faure Gnassingbé ne pourra pas se prévaloir de ce 4e mandat. Dans tous les cas, nous savons qu'il nous appartient à nous Togolais de défendre notre pays. Et ce n'est que dans notre marche résolue à mettre dehors ceux qui ne veulent pas le bien commun, parce que le Togo appartient à Faure Gnassingbé. Parce que tous les gens disent, et comme à nous, voilà. Nous voulons que les choses aillent pacifiquement. Mais si d'aucuns ne le veulent pas, nous allons faire en sorte que le Togo soit libéré. Mais que tout le monde, Faure et ses amis aussi, aient le même droit que nous dans le Togo de demain, contrairement à ce qu'ils font aujourd'hui. On vous aura compris, Dr. Edem, vous êtes ministre d'État dans le gouvernement de Dr. Agboyame Kodjo. Merci à vous deux d'être
rendre disponible pour échanger avec nous sur cet entretien. Esther. Merci à nous, cher monsieur, le docteur Hirou et le docteur Edem, d'avoir été des nôtres. Merci à nous, merci à vous, chers internautes, et bonne journée à vous.